avec l'éducation, notamment la note de la SELC qui dit aux parents d'élèves de dénoncer ces enseignants-là ou ce personnel éducatif qui s'adonnerait aux ventes de places. Voilà, donc là il y a la note de la SELC et il y a bien sûr la note aussi du ministère qui interpelle les établissements privés à ne pas augmenter les prix des scolarités. Nous en parlerons avec donc le SINAFEB qui sera représenté par son secrétaire général sur ce plateau. Alors, madame, monsieur, merci de votre fidélité. On part tout de suite maintenant à Lao pour débuter avec à la découverte. Et nous partons à la découverte aujourd'hui du bosquet Docteur Feu Salifou Diallo. Et aujourd'hui, cette semaine, nous allons rendre hommage justement à l'homme, Feu Docteur Salifou Diallo, qui était président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso après avoir occupé bien sûr d'autres fonctions. Nous reviendrons sur ces différentes fonctions à travers cette chronique. Et nous partons à la découverte de ce bosquet. Il s'agit du bosquet Salifou Diallo. Salifou Diallo qui nous a malheureusement quitté donc le 19 août 2017. Il y a deux bosquets qui portent notamment le nom de Feu Salifou Diallo. Un bosquet est situé à Lao, à Komki-Ipala, dans la province du Kadiogo, dans la région du centre, et un autre est situé donc à Waïguia. Ce bosquet est l'initiative de l'Union nationale des femmes du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Cette union a demandé aux sages du village de Lao et à la mairie de Komki-Ipala donc l'autorisation de créer un bosquet pour perpétuer l'image et la mémoire de Feu Salifou Diallo, ancien ministre de l'Environnement et ancien ministre de l'Agriculture. Après l'accord de ces autorités coutumières et politiques, le bosquet Salifou Diallo a été érigé. Ce bosquet de Lao a une superficie de 1 hectare et a vu le jour le 17 août du mois le 19 août 2018 à l'occasion du premier triste anniversaire de la disparition de l'homme. Ce bosquet contient plusieurs variétés de plantes telles que les caritiers, les nérés, les eucalyptus et les goyaviers. Au milieu de ces écosystèmes, il y a un fourrage pour faciliter l'arrosage des plantes. La mairie de Komki-Ipala a un regard sur l'entretien du bosquet. Salifou Diallo à travers la supervision d'un conseiller municipal de Lao. Construire un bosquet au nom de Feu Salifou Diallo, c'est rappeler l'attachement de l'homme à la plante et à l'arbre, en un mot à la nature. L'homme a, de son vivant, marqué le monde agricole burkinabé. Rappelons que Feu Salifou Diallo est né le 9 mai 1957 à Waïguia, au Burkina, et est décédé le 19 août 2017 à Paris, en France. On retient du parcours de Feu Salifou Diallo qu'il a été militant syndicaliste à Waïguia et à Dakar, directeur de cabinet du président Blaise Compaoré, ministre de l'Emploi et du Travail et de la Sécurité, chargé de mission du président Blaise Compaoré, ministre de l'Environnement et de l'Eau, ministre de l'Agriculture, de l'Eau et des Ressources halieutiques, premier vice-président du CDP, ambassadeur en Autriche, président du MPP, président de l'Assemblée nationale burkinabé, pour ne citer que ces titres. De nombreuses personnes retiennent de Feu Salifou Diallo son franc-parler et son courage politique. Et ce bosquet rend hommage à l'homme et nous vous invitons à découvrir le bosquet Docteur Salifou Diallo, un bosquet qui est situé à Lao, c'est à Komki-Ipala, dans la région donc du centre. Et il y a un autre bosquet aussi à Waïguia, dans son village natal, qui rend hommage à l'homme. Et cette semaine, nous nous intéressons à ce bosquet qui est situé à Lao et qui est géré entre donc la commune de Lao, bien sûr, et puis les autorités sur place. Merci de votre fidélité. Si vous êtes de passage à Komki-Ipala, plus précisément à Lao, n'hésitez pas de faire un tour pour visiter le bosquet Dr Salifou Diallo. Et puis, ça sera l'occasion aussi de lui rendre hommage à ce monsieur-là qui était attaché à l'environnement. Merci de votre attention. Pour la suite, nous allons marquer une petite pause, le temps d'installer El Hadj Amadé Soro. La revue de presse, aujourd'hui, nous recevons El Hadj Amadé Soro pour les informations. Bonjour El Hadj. Bonjour Arletta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être là. On découvre les titres. Absolument. Et nous commençons avec l'Observateur Palga à la une de l'Obs massacre de Barsalgo. L'UAS invite le gouvernement à communiquer sur le bilan. Les messagers d'IB prêchent à Koudougou. Élection présidence FBF. Le colonel-major Oumarou Sawadgo passe haut la main que la balle du consensus roule effectivement. Relations algéro-maliennes. Le Fennec et l'Aigle sont devenus chiens et chats. Cour royale à Boussouma pour un sursaut patriotique. Le pape François exprime sa proximité avec le Burkina. À la suite de l'Observateur, nous avons rendez-vous avec Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, retraite forcée pour 200 soldats, y compris le chef d'état-major au Rwanda. Le Bonaparte de 1994 fait le ménage dans la Grande Muette. Attaque terroriste à Barsalgo, le pape François apporte son soutien au Burkina Faso. FBF et le cockpit désormais sous le contrôle du colonel-major Oumarou Sawadgo. Conseil constitutionnel, prestation de serment de 8 assistants de vérification et premier membre d'orientation un membre d'orientation de l'ALC-LC. News du jour, le patronat burkinabé offre 50 millions pour la prise en charge des blessés. FOCAC 2024, le ministre Karamoko à Pékin. Côte d'Ivoire, liste de 29 personnes dont les avoirs ont été gelés pour fait de terrorisme. Écoles publiques et privées, l'ASELC appelle à dénoncer les raquettes dans l'orientation, dans l'octroi des places. Clôture des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. Question à un palais aux 1000 feuilles. Bia, candidat ou pas, s'interroge les quotidiens. Et nous continuons avec le journal Le Pays. À la une du Pays, FOCAC 2024, le chef de la diplomatie burkinabé dans la capitale chinoise. Situation nationale, le gouvernement invite les populations du centre-ouest à un changement de mentalité. Présidence de la FBF, le colonel-major Oumarou Sawadgo, plébiscité, lutte contre la sécurité et la souveraineté. Le Premier ministre demande aux artistes d'accompagner le peuple. Confidence du week-end, établissement scolaire, l'ASELC aux trousses des vendeurs de places. Réjouissance d'un vieux conflit entre Sitiena et Diangolo dans la commune de Banfoura. 2 morts enregistrés. Actu Sport Ghana, les sélectionneurs Otto Addo et son staff échappent à un terrible accident. Attaque de Barsalgo, le grand imam de la mosquée de Kaya, Abdou Samadou Drago, invite les Burkinabés à parler le même langage. Crise sécuritaire au Burkina, la CAP appelle à une synergie d'action. Et nous terminons avec le Courrier d'Afrique, à la une donc du Courrier d'Afrique, accident mortel de femme de Kongoussi, 48 ans après, Seydou Jérôme Diegmde s'en souvient comme si c'était hier. Question foncière à Dapelgo qui a morcelé les terres des habitants des Bixi, lycée privé Espoir du Faso, tradition succès, 100% aux examens respectés. Circulation routière quand les tricycles dictent les lois à Ouagadougou. Merci bien, Elage, pour la lecture de ces titres. Alors, l'actualité est marquée par divers sujets. On commente quel sujet? On commente la délégation ou les délégations gouvernementales envoyées par le président du Faso dans les 13 régions du Burkina Faso pour à la fois réconforter la nation, puisque c'est la nation qui est éplorée, mais également recueillir les doléances des porte-paroles, pour ainsi dire, des forces vives de la nation. Vous savez très bien que dans la vie d'une nation, il y a des hauts et des bas. Lorsque ces moments arrivent, les premiers responsables se doivent donc d'envoyer des messages de réconfort, des messages d'apaisement. Et c'est dans ce cadre qu'il faut donc comprendre ces différentes délégations gouvernementales qui ont été dépêchées par le président du Faso, Ibrahim Traoré, pour à la fois, comme je l'ai dit, apporter donc ce réconfort aux populations et surtout essayer donc de voir, recueillir les doléances. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment éviter de tels drames. Vous savez très bien que des nations, des grandes nations sont passées par des épreuves pareilles. Je me rappelle très bien du 11 septembre aux États-Unis où c'était une attaque d'envergure, il y a eu plus de 3000 morts.
Après cela, il y a eu ce qu'on appelle un choc, hein, un choc qui a été, n'est-ce pas, créé dans le pays, et cela a amené les responsables, les autorités à changer un peu de langage, même si par la suite certains avaient dit que le président de l'administration américaine avait outrepassé, n'est-ce pas, ses pouvoirs en décrétant ce qu'on appelle le Patriot Act, qui est une loi destinée à prioriser en fait la sécurité dans le pays. Donc le drame de Barsalgo est une grande tragédie nationale. Pour cela, il faut donc prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à la situation. Vous avez pu le constater, il n'y a pas eu de conseil de ministres. Donc le président a annulé, n'est-ce pas, ses conseils de ministres pour envoyer, n'est-ce pas, ses ministres dans le plus profond recoin du Burkina Faso. C'est pas seulement à Barsalgo, mais dans les 13 régions, comme je l'ai dit, pour réconforter les populations, recueillir les doléances. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est qu'à l'issue de ces différentes tournées, qu'on puisse avoir un document qui synthétise l'ensemble des doléances qui ont été exprimées par les uns et les autres, pour essayer effectivement de voir quelles sont les mesures, parce qu'une seule personne ne peut pas, bien sûr, réussir cette mission délicate, une guerre qui va bientôt entrer dans sa 8e ou 9e année. Donc, c'est demande à ce qu'il y ait une synergie d'action de l'ensemble de la population. J'ai vu un compte rendu de la réunion qui a eu lieu au niveau donc, du palais de Boussouma, où vraiment il y a eu des mots forts qui ont été prononcés par le Dima de Boussouma pour effectivement conjurer, demander aux différents citoyens, à tous les Burkinabés, vraiment de penser patrie, de travailler à minimiser effectivement ces questions donc de complicité, parce que le point essentiel qui revient toujours dans le drame de Barsalgo, c'est cette question donc de complicité. Comment faire pour vraiment éradiquer cette complicité? Sinon, en termes de force, en termes d'équipement, il n'y a pas de match entre les forces burkinabées, les forces combattantes burkinabées et les groupes terroristes. C'est parce qu'effectivement, il y a des complicités, et même dans des endroits insoupçonnés. Voyez-vous, donc c'est ça qui fait que la lutte là est très très délicate et très difficile. Mais comme je l'ai dit, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes dans notre pays, nous sommes dans notre droit de défendre la terre de nos ancêtres. Donc nous n'allons pas baisser les bras. Merci beaucoup, Elhadj, pour ces analyses et pour la lecture de ces titres. Merci. Merci. On va maintenant sillonner quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps dans la météo. C'est bon pour vous aujourd'hui, M. Koudgou Robert Kaboré. Il est le secrétaire général du SINAFEB, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina Faso. M. Kaboré, bonjour. Bonjour, Madame Nikiama. Bienvenue sur notre plateau. Merci de nous avoir invités. Merci d'être sur ce plateau. Déjà, c'est quoi l'actualité au sein du SINAFEB? Bon, l'actualité au sein du SINAFEB, Madame, avant d'aborder cela, permettez-moi à ce qu'on puisse pleurer le Burkina Faso qui, pendant longtemps, est dans une situation d'insécurité avec des morts qu'on enregistre. Et la dernière situation qui a beaucoup marqué, c'est le drame de Barsalgo. Et permettez-moi 1 minute, s'il vous plaît, pour que, au nom de l'ensemble des personnels de l'éducation, nous puissions pleurer ces morts avant d'entamer l'émission. Merci. Ok. Revenant à la vie du SINAFEB à l'étape actuelle, l'actualité étant ce que vous connaissez, oui. Vous savez, le syndicalisme, c'est pas une évolution de nos sociétés, mais ça a été quelque chose qui a été importé. Mais bon, cela avait aussi un sens, parce que les intellectuels en son temps, et les vrais intellectuels au sens plein du terme, se sont élevés pour pouvoir demander l'indépendance de nos États, dont l'apport des syndicats a été très énorme pour que nous y parvenions. Et aujourd'hui, notre pays étant dans une situation où l'intérêt de la patrie nous engage, et c'est le premier intérêt de tout syndicat, comme nos dévanciers, à défendre. Par conséquent,
le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina est dans la dynamique d'accompagner les autorités avec des apports, mais pas un suivisme, pour pouvoir aller vers, en tout cas, une reconquête, une libération totale de notre pays à travers actuellement des sensibilisations, alors des plateaux débats qui sont des activités de conscientisation que nous essayons de faire comme vous pouvez constater au niveau des masses médias ce que nous faisons. Alors on sait aussi que la rentrée s'approche à grands pas. Et qui parle du SINAFED parle bien sûr du personnel aussi de l'éducation. Nous sommes le 2 septembre aujourd'hui. C'est sûr que beaucoup aussi se préparent à reprendre puisque dès le 15, c'est la rentrée administrative. Oui, avant le 15, il y a d'abord la conférence pédagogique des enseignants qui doit démarrer le 10. Et nous profitons de votre micro pour en tout cas les exhorter à être assidus, à suivre effectivement cette formation qui permet en tout cas de donner beaucoup plus de compétences. C'est un renforcement de capacité et que de par le passé nous apprenons ce qui nous revient par moment, c'est que quand on entame la conférence, beaucoup à un moment donné ne suivent plus. Donc nous les exhortons à effectivement prendre la chose au sérieux pour que l'autorité nous considère. Et qui parle aussi de rentrée parle de recherche de place. Ça, c'est vraiment le combat actuel de beaucoup de parents. Trouver de la place, de la place dans un établissement public, par exemple, pour inscrire leurs enfants. Et parlons maintenant de l'actualité, la note de la SELC, donc, qui interpelle les parents de dénoncer quiconque, que ce soit enseignant, personnel de l'éducation, qui s'adonnerait à des raquettes moyennant une certaine place. Ce qu'ils ont qualifié de vente de place. Qu'est-ce que vous pensez de cette note? Alors, d'abord, la note de la SELC, je pense que c'est l'autorité de lutte contre la corruption. C'est ça. Et qui dit corruption, vous savez, c'est c'est l'action de soudoyer quelqu'un pour qu'il agisse contre son devoir. Or, le devoir de l'enseignant, c'est pas de vendre des places, il n'est pas commerçant, mais il faut savoir que pour que cette situation arrive, il y a un autre acteur qui est la société elle-même, et laquelle société, à un moment donné, a pris l'affailisme comme un mode dans notre pays. Donc, et qui est mieux vu, celui-là qui est capable, à travers des affaires, de pouvoir avoir quelque chose, obtenir quelque chose de quelqu'un. Voilà un peu ce que cela a essayé d'entamer la moralité même de tous les Burkinabés à l'étape actuelle. Et sinon, cette situation ne devrait pas arriver. Mais ce n'est pas une manière de cautionner ce qui se passe. L'éducateur doit se départir de ces questions-là. Et par moments, il y a certains qui viennent comme intermédiaires. Voilà, ils viennent vers les enseignants comme des intermédiaires qui peut-être n'auront rien à payer pour avoir une place, mais en retour, ils iront raqueter pour avoir quelque chose. Donc, il y a tous ces aspects-là qui, à un moment donné, on risque de jeter l'enseignant en pâture, mais nous interpellons tous les enseignants à faire très attention parce que c'est pas de leur rôle de travailler à effriter la question des valeurs sociétales qui nous régissent. Parce que un enseignant sans valeur, un enseignant qui s'adonne à l'affailisme, c'est déconseillé par nos textes et notre société même ne pourra pas admettre qu'un éducateur se permette de faire ce genre de choses. Puisque quand vous prenez la question de la corruption même, dans nos sociétés, on ne peut pas traduire corruption là ce que ça veut dire. Vous savez, des gens pouvaient aller cultiver pour avoir une femme. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se faisaient et que, c'est une nouvelle dynamique et comme la situation se pose,
Sinon, dans nos sociétés, la question de la corruption, si vous demandez à quelqu'un, c'est pas évident qu'il puisse dire dans son terroir, voilà ce que c'est que la corruption. Mais nous avons compris aujourd'hui que le fait d'aller soudoyer quelqu'un pour avoir des avantages, c'est un véritable problème parce qu'en retour, vous défavorisez d'autres. Pendant que vous gagnez, il y a d'autres que vous pénalisez, donc nous tombons dans ce qu'on appelle de l'injustice. Voilà. Mais pourquoi... certains pensent qu'utiliser quand même la notion de vente de place, c'est exagéré. C'est exagéré. C'est peut-être ça qu'on appelle la petite corruption. Qu'en est-il de ceux qui volent des milliards et autres? Bon, voilà, ça me fait rappeler une communication entre-temps où il était question que les enseignants avaient leur fonds commun. Eh bien, donc, c'est des choses qu'il ne faut pas légaliser. Donc, si on permet à d'autres de voler l'État à travers des actes qu'on prend pour régulariser, eh bien, alors ça frustre les autres corps qui se battent et par moment, on pense que, bon, si on peut légaliser, par exemple, un vol, par exemple, bon, ça ne dit rien à l'autre de pouvoir faire ce qui est en train d'être fait. Parce que par moment, c'est quoi? La place, ça va pas ce qui nous revient. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est venu vous dire, ah, j'ai payé pour avoir la place, si tu lui dis c'est où, il se recroqueville sur lui, il ne veut pas dénoncer. Le parent ne va jamais... il ne va jamais dénoncer. Voilà. Donc ça également, ça pose un problème. Et que la question de place, tu vas prendre 50 000. Bon. Et le parent va encore payer les frais de scolarité. Vous voyez que souvent plus que ça, hein, parce plus que ça va de l'école primaire quand même. Oui, de l'école. On aurait des informations comme quoi il y a dans certaines écoles où des gens prennent par exemple 20 000 francs voilà, pour l'inscription. Voilà, et dans ces 20 000 francs, souvent 15 000 francs, c'est dans ça ils vont prélever les frais de APE. Voilà, le parent va croire qu'il est content, mais c'est déjà quelque chose, c'est une corruption qui a été faite de façon active par le parent. Voilà. Il y a certains parents qui sont ignorants de la chose. Pour eux, bon, j'aurais rendu service en donnant de l'argent, c'est pas comme ça. Donc nous interpellons et les parents qui sont des incitateurs par exemple à cette corruption et l'enseignant qui de son devoir, la déontologie, doit faire très attention par rapport à ce qui se passe et encore l'enseignant doit savoir qu'il est le miroir de la société. Vous avez indexé les parents, c'est important parce que il y a certains parents des informations qu'on reçoit également qui peuvent s'approcher du personnel éducatif et qui demandent d'ailleurs, qui le disent clairement, ah vraiment j'ai un enfant, je souhaiterais bien qu'il intègre le public, même si vous n'avez pas de place disponible. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir un collègue qui peut voir si on peut acheter sa place ou quoi? Donc, s'il y a des parents même qui partent ouvertement avec cette proposition, est-ce que l'enseignant n'est pas tenté finalement? Bon, voilà pourquoi j'étais en train de décrire la mentalité du citoyen burkinabé actuellement. Voilà, donc, et quand vous partez, souvent même ce sont vos proches qu'on utilise pour venir vous poser le problème. Vous aurez peut-être l'embarras de dire à l'intéressé, bon, c'est vrai, je peux te trouver la place, et tu lui trouves la place, il va aller prendre de l'argent quelque part. Ah, ça, et en ce moment, c'est le nom de l'enseignant qui prend un coup. C'est l'image de l'éducation qui prend un coup. Donc, sur cette base, il faut que les parents fassent attention. La note ne concerne pas seulement les enseignants, mais les parents d'élèves. Ils doivent se regarder, savoir se regarder dans la glace et changer de comportement pour pouvoir nous permettre d'agir convenablement aux devoirs et aux droits liés à notre métier. Vous avez parlé tantôt d'avoir en fait le courage aussi de dénoncer, parce que l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a dans sa note l'a précisé aussi et invité les parents qui seraient victimes à dénoncer en fournissant par exemple les identifiants et les informations sur les auteurs de cette corruption-là. Est-ce que vous pensez qu'ils vont le faire? Je parle des parents.
Bon, l'autorité supérieure de contrôle d'État est dans son bon rôle. Mais est-ce que les parents, dont notre population est à près de 80 ou 90% constituée d'analphabètes, savent même ce que c'est que l'ASE-LCE? C'est pas évident. Donc l'ASE-LCE également doit essayer de voir dans quel cadre il faut sillonner les différentes localités pour faire connaître les missions de l'autorité supérieure de contrôle d'État aux paysans qui ne connaissent pas. Vraiment, vous leur demandez, ça veut dire quoi, ils ne connaissent pas. Donc, d'abord, voilà une structure de l'État qui doit se faire connaître et en même temps sensibiliser la population par rapport à ça. Et là également, il faut des moyens. Il faut des moyens. Et cela aussi ne va pas empêcher tout citoyen comme nous autres d'être leur porte-voix et pouvoir accompagner à ce que cette mission-là puisse se réaliser à travers les dénonciations. Maintenant, les parents ne voudront pas dénoncer. Voilà le véritable problème. Même ceux-là qui vont sortir crier, vous leur dites de venir dénoncer, c'est pas évident. Alors que certains se plaignent aussi, certains parents se plaignent d'acheter entre griffes, donc des places assez chères. Vous entendrez peut-être des commentaires comme ça, mais appelez quand même ces contacts-là pour dénoncer, puisqu'on peut même le faire dans l'anonymat. Oui, dans l'anonymat. Mais si les gens, en tout cas, s'ouvrent, nous, en tout cas, notre structure est prête pour pouvoir, et bien d'autres structures syndicales, voilà, pour pouvoir accompagner l'État dans sa démarche, pour qu'on puisse assainir le milieu de l'éducation. On ne peut pas faire une refondation de l'État et encourager certaines choses. Et nous ne pouvons pas, en tant que syndicat, défendre un travailleur qui se met en dehors même des textes de la République, et encore pire, qui détruit toute la société entière. Donc, comme c'est un phénomène social, c'est un phénomène qui touche tout le peuple burkinabé, et la lutte du syndicalisme ne se limite pas seulement aux travailleurs. Parce que je suis syndicaliste, parce que je suis dans un coordonné. Mais mon enfant qui ne travaille pas, il est citoyen. Mais j'ai intérêt à défendre ses intérêts. Voilà pourquoi il faut étendre souvent le champ d'action du syndicat au-delà de la perception corporatiste et autres, et voir quel est l'intérêt général de la nation et du peuple d'une manière générale. Initialement, pourquoi et comment justement ces enseignants même ont ces places dans les établissements où ils enseignent? Alors, dans les établissements où ils enseignent, voilà aussi une question, parce que même au niveau de l'État, il y en a qui utilisent ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire, c'est quoi? On se dit, bon, moi je suis le patron, donc en dehors de certaines choses, moi je peux me permettre de certaines... Oh non, on ne peut pas faire ça. Donc ce qui fait que les enseignants par moment peuvent s'entendre et prendre une décision pour dire, bon, on va s'attribuer un certain nombre de places. S'attribuer un certain nombre de places. Maintenant, si tu as ton enfant, tu peux l'inscrire. Donc à la base, c'est pour ça. Si tu as ton enfant, c'est ce que beaucoup font. Tu l'inscris. Si tu as l'enfant d'un de tes parents et autres, tu les inscris. Mais à un moment donné, ça a été dévoyé pour que ça devienne mercantile. Voilà le véritable problème. Puisque tu ne vas pas inscrire, tu ne seras pas un enseignant, et pendant ce temps, tu ne peux pas inscrire ton propre enfant. Ça, c'est pas possible. Maintenant, exagérer dans la pratique pour qu'on puisse s'attribuer à N places pour en bénéficier des numéraires. Bon, ça, il faut qu'on défende ça, bec et ongle, et que nos camarades nous comprennent. On ne pourra pas, en tout cas, cautionner ça. Eux-mêmes, ils le savent. C'est immoral. Donc, à la base, c'était vraiment pour que l'enseignant puisse avoir une place, une ou deux places disponibles chaque année pour ses propres enfants ou les enfants, bien sûr, de ses parents. Oui, à la puisque base, vous voyez, par exemple, avec les mobilités du personnel enseignant, les affectations et autres. Par exemple, j'étais dans telle école et en m'affectant et je dois partir ailleurs, forcément, arriver,
il faut que je trouve de la place pour intégrer mon enfant. Mon enfant pouvait être en 6e ici. Et là où m'affecte, je pars dans dans un lieu où il y a la 5e, etc. L'enfant doit faire la 5e. Je fais comment? Donc il faut que je parte voir au moins les responsables de l'établissement pour dire, bon, je suis travailleur, j'ai été affecté. Maintenant, j'aurais souhaité que mon enfant puisse être inscrit. Et ça, au moins, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous le refuser parce qu'on ne le fait pas pour prendre de l'argent. Mais c'est quand ça devient à but lucratif là, qui pose un véritable problème, d'où certains disent fonds commun de l'enseignant. Donc, or, ce fonds commun, ça ne fait que vous rendre misérable, ça ne fait que vous donner une autre image négative dans la société et ça ne fait que déprécier le système éducatif. Et dans vos commentaires, j'ai cru percevoir que vous dites aussi qu'il y a même pour notamment la redistribution des places, il y a certains responsables qui veulent même prendre beaucoup plus de places parce qu'ils pensent à revendre après. Non, mais ça, c'est des informations qui nous reviennent. Voilà, des informations qui nous reviennent et qu'au niveau des différents établissements, par moment, eh bien, pour avoir la place, même, il faut aller contacter le proviseur ou le directeur. C'est comme ça, c'est le premier responsable. Maintenant, lui et ses collaborateurs pourront peut-être dire, bon, on va donner telle place. Mais vous connaissez dans notre administration, vous voyez même au niveau, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple. Et au niveau de notre administration, vous allez voir des gens même qu'on dise qu'ils partent en mission. Ils ne sont pas partis en mission. Mais ils touchent l'argent. Nous en connaissons. On programme quelqu'un sur l'ordre de mission qui doit aller en mission. Il n'est pas parti en mission. Et il récupère de l'argent. Et tout ça aussi, il faut qu'on arrive à dénoncer pour que le ministre de l'Éducation prenne ça en charge pour que de tels comportements soient vraiment détruits au niveau du système éducatif pour ne pas véritablement des choses. Or, au niveau de l'éducation, tel que vous indiquez, c'est comme ça. Les directeurs aussi se disent, bon, j'ai la possibilité de faire ça. Et on se donne un certain nombre de places qu'on prend et on dit aux autres aussi, chacun prend. Si toi tu prends, nécessairement, les autres aussi vont prendre. Bien sûr. Et selon ce que tu as pris, c'est là également les autres vont dire, ah, comme tu as pris tant, nous aussi on va prendre tant. Or, ils ne savent pas, peut-être ils ne savent même pas que c'est un comportement qui ne doit pas se faire. Voilà, donc on peut croire, bon, comme c'est nous qui produisons, donc on a quand même droit, et certains même par moment disent que l'âne est broute là où il est attaché. Or, il ne faut pas brouter n'importe comment et n'importe où. Voilà. Parlons donc d'une autre question d'actualité. Le ministère aussi de l'enseignement de base et de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales aussi a dénoncé à travers notamment une annonce, une note du moins qui dénonce l'augmentation abusive aussi des frais de scolarité dans les établissements privés. Ça, c'est vraiment un autre domaine important aussi et c'est bien que le ministère dénonce. Oui, nous sommes contents que le ministère ait pris cette note parce que c'était notre combat depuis des années. Mais vous voyez, depuis 7 ans, comme les promoteurs, vous savez que la place a été accordée aux promoteurs pour qu'ils puissent accompagner l'État, en ce sens que l'État est dans l'incapacité, c'est-à-dire sur le plan financier et autres, de pouvoir construire d'un coup des infrastructures qui vont avec l'évolution même démographique de notre population. Or, en permettant au privé d'intervenir, eh bien, c'est pour soulager la population. Mais en retour, nous nous sommes rendus compte que le privé est devenu du commerce. Or, il y a des conventions qui ont été signées avec les fêtières des privés, des promoteurs et le ministère de l'Éducation, représentant de l'État, et aussi des cahiers de charges pour pouvoir... Mais ces promoteurs n'ont jamais respecté
Parce qu'auparavant, avec la question de la politique, eh bien, chacun est là, il s'accroche soit à un ministre pour pouvoir bénéficier de ses avantages, même si vous vociférez, bon, on leur dit qu'il faut les laisser là-bas, ce sont des aigris. Hein? Et ils continuent. Et c'est la même chose, ils sont en train de détruire même le personnel enseignant au niveau du privé. Ils prennent l'argent, mais ce personnel n'est même pas considéré même mieux qu'un esclave. Il peut passer des mois sans recevoir de l'argent. Par moment, il faut recourir à l'inspection du travail. C'est pas bien. Et jusqu'au tribunal du travail, c'est pas bien. Et que chacun revoie sa position pour pouvoir aider la population, aider l'État à pouvoir aider la population. Sinon, chaque année, vous aurez constaté que chaque promoteur augmente les frais de scolarité à sa guise. À sa guise, vous faites bien de le dire, parce que là, on a l'impression que chacun organise son école comme voilà. Il veut. Et c'est bien, mais si le ministère a sorti justement cette note-là pour dénoncer et les interpeller à ne pas augmenter ces frais de scolarité-là, est-ce que vous pensez que ces promoteurs vont suivre? Bon, je crois que le ministère doit aller prendre des mesures beaucoup plus chaudes. Parce que quand vous regardez la note semble caressée. Hein, elle n'est pas dissuasive. Or, il faut dissuader. Menacer de fermer des écoles. Non, puisque si vous êtes là pour aider et vous sortez de l'objectif, eh bien, il faut le cadrer, parce que c'est celui qui est chargé de réguler le fonctionnement de ces établissements privés-là. Parce que l'éducation, ça appartient à l'État. C'est pas pour celui-là qui a ouvert comme un commerçant, dont sa boutique, c'est sa propriété. L'éducation, c'est la propriété de l'État. C'est pas parce que tu es privé que tu vas croire que non, tu dois te comporter comme un commerçant et prendre tes mesures, tes décisions sans que l'autorité même ne puisse dire. Il faut que l'autorité arrive à un moment donné de prendre des textes pour plafonner les frais de scolarité. Voilà, on plafonne. Et celui-là qui transgresse ça, eh bien, on peut pouvoir... Mais une lettre correspondance comme ça, où véritablement... Bon, on laisse toujours chacun faire. Vous voyez, c'est très... On les amène quand même dans la note, c'est peut-être pour des éclaircissements. On les invite à ne pas augmenter les frais de scolarité, parce que justement les Burkinabés traversent des périodes difficiles, crise sécuritaire, vie chère. Et ça aussi, ça peut entraîner la déscolarisation de certains enfants. On sait qu'aujourd'hui, avec les personnes déplacées internes, d'autres reviennent dans les privés pour inscrire les enfants, mais si c'est très élevés, ils risquent d'abandonner tout simplement leurs enfants. Ce sont des explications comme ça qui ont été données par le ministère, pas vraiment d'annonce de sanctions ou de notes fermes, comme vous le dites. On les invite juste à ne pas le faire, à ne pas augmenter donc les scolarités, parce que. Oui, la question des PDI, ça c'est une situation avec l'insécurité, une situation nouvelle qui nous arrive. Mais avant ça, ces gens-là se comportaient comme s'ils se comportent aujourd'hui. Donc je crois que la question des PDI, on doit aussi prendre une option particulière. Sur la situation spécifique, il faut des mesures spécifiques. Or, avant que ces PDI ne viennent, le privé ne se trouve pas un peu partout au Burkina. Et quand on prend la genèse des écoles privées, n'importe qui ne pouvait pas inscrire son enfant à l'école privée. Voilà, donc c'était les fonctionnaires, les commerçants dans les grandes villes. Et ça commençait avec Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Mais si, à un moment donné, c'était avec les églises, l'église catholique, les protestants, etc. Mais à un moment donné, eh bien, l'église catholique était obligée de rétrocéder ces écoles parce que l'État venait en appui. L'État même subventionnait. Mais à un moment donné, l'État s'est retiré. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas et ils étaient obligés de rétrocéder. Mais ce n'est que récemment encore qu'il y a eu une convention pour que l'Église puisse retirer ces choses. Donc il faut aussi l'accompagnement de l'État au niveau des promoteurs pour qu'ils puissent quand même maîtriser la question des frais de scolarité. Sinon, ça ne sera pas du tout simple. Mais quand on parle de prendre des mesures, c'est quoi? Alors, si on dit on sait que la capacité d'accueil de ces établissements-là ne peut pas
prendre en compte tous les enfants. Maintenant, l'augmentation des frais de scolarité de façon sporadique, chacun se lève, il fait son budget. L'année passée, j'ai fait ça, j'ai pu construire ma maison. Bon, il faut que cette année, j'arrive à faire un R+. Donc, chacun fait son budget en fonction de ça. Et puis, il dit, bon, cette année, si j'augmente, par exemple, 5 000 ou 10 000, bon, j'aurai à récolter tant de francs. Bon, ça, c'est pas bien. Voilà pourquoi nous demandons à l'autorité de plafonner. Et même s'il y a des augmentations à opérer, et bien qu'il y ait un cadre de concertation entre le ministère, qui est le patron de ces structures-là, et les promoteurs, pour pouvoir définir, en fonction de la situation difficile du pays, voilà ce que vous pouvez faire. Sinon, ça sera compliqué. On ne va même pas sortir de la situation. Et nous comprenons parce qu'il y a beaucoup d'enseignants même qui sont des promoteurs d'établissements, qui travaillent au ministère. Donc, par conséquent, ils ne pourront pas mieux conseiller le ministre sur cette question-là. Puisqu'ils vont dire qu'ils sont spécialistes de la situation, mais au Burkina, vous savez, quand quelqu'un dit qu'il est spécialiste, il devient quelqu'un qu'on prend au sérieux. Même Tiga qui peut donner une idée, c'est pas évident qu'il soit considéré. Et c'est ça le vrai problème. Et que monsieur le ministre doit voir à ce niveau-là, et tous les camarades, on n'est pas contre eux, enseignants qui sont des promoteurs, alors ça doit commencer par eux qui donnent le bon exemple par rapport à la maîtrise des frais de scolarité, les autres vont suivre. Est-ce que certains promoteurs d'établissements privés ne pourraient pas se dire j'assume mes dépenses seul, je dois par exemple payer le local, payer les enseignants, payer les dépenses courantes et tout, donc finalement est-ce qu'il faut écouter le ministère si on assume ces dépenses? Alors madame, avant d'ouvrir un établissement, il y a un cahier de charges qu'il faut remplir. Donc une fois que si tu ne peux pas, tu n'ouvres pas. Bon. Il suffit pas d'aller construire une maisonnette en banco avec quelques élèves et on cherche de l'argent, dire qu'on est promoteur d'établissement. Là au moins, c'est quand tu peux que tu fais. Et pour aider. Et tu as une vision que tu as pu programmer en faisant comme ça, au bout de tel nombre d'années, j'aurais rentabilisé ce que j'ai investi là-dedans. Maintenant, ce qui reste, bon, on essaie de travailler pour pouvoir encore avoir des bénéfices, comme on le dit, dans un système économique capitaliste. Voilà un peu la situation. Maintenant, dire que non, c'est parce que tu peux accompagner que tu viens. Et il faut remplir les cahiers de charges qui sont des textes à ne même pas... quand vous prenez les cahiers de charges là, il y a des sanctions qui sont prévues. Mais on n'a jamais sanctionné quelqu'un. C'est prévu dans les cahiers de charges et les promoteurs en savent. Que s'ils font ça, ils doivent être sanctionnés. Ils le font. Ils ne sont pas sanctionnés. Vous voulez quoi? Ça va perdurer. Donc voilà un peu la situation. Il y a des sanctions qui sont déjà prévues par les cahiers de charges et les conventions. Donc il n'y a pas de raison à ce que quelqu'un vienne dire j'assume seul les charges de mon établissement, puisque c'est toi-même le patron de l'établissement, mais il y a quelqu'un qui te contrôle. Voilà, quelqu'un qui te contrôle, et cette personne-là est censée réguler, et c'est l'État. Et le représentant de l'État ici, c'est le MENA-PLL. Voilà, mais ils font souvent, le fait qu'ils sont dans le privé, ils veulent dire que non, ils ne sont pas liés au MENA. Or, ils sont sous la coupe du ministère de l'Éducation qui doit réguler leur fonctionnement, leurs agissements sur le terrain et leurs relations avec la société pour pouvoir aider la société à pouvoir atteindre les objectifs visés par le système éducatif. Là, cette note s'intéresse exclusivement à l'augmentation des frais de scolarité. Donc, à travers cette note-là, le ministère a invité à ne pas augmenter les frais de scolarité. Mais quand on parle même de dépenses au sein du privé, ça va aussi au-delà. On sait qu'il y a eu une année où vraiment, que ce soit donc des associations de consommateurs et des syndicats également ont pointé du doigt les frais de cotisation APE au niveau donc des privés aussi, qui varient et qui changent. Oui. Alors, les frais de scolarité au privé, vous voyez,
Parce que les frais de scolarité, les APE, frais APE, les cotisations doivent être reçus par les APE. Malheureusement, dans beaucoup de privés, il n'y a même pas d'APE. C'est le promoteur qui est en même temps son président APE et ses membres APE. Donc, et quand vous partez pour payer les frais de scolarité, ils enlèvent ça directement sur les frais que vous venez verser. Ça veut dire qu'ils font carrément la somme totale. Oui, il faut rentabiliser rapidement. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va aller dans un privé payer ses frais de scolarité de ses enfants. Et très rapidement, on n'a pas ponctionné directement les frais de scolarité sur ce qu'il les frais APE. Voilà, les frais APE. Donc, là, égal, on ne peut pas forcer quelqu'un. Je viens pour payer mes frais de scolarité. Vous n'avez pas de bureau APE. Toi, fondateur, tu prélèves l'argent de l'APE. Mais qu'est-ce que vous faites avec? C'est ça aussi, l'escroquerie qui ne dit pas son nom. Et tout ça, il faut que ça change. Voilà. Il faut que ça change. Merci bien, donc, M. Kabori. On tend vers la fin de notre entretien. Est-ce que le SINAFEB a des activités à venir? Alors, le SINAFEB, dans les jours à venir, il y aura des activités telles que des conférences de presse pour pouvoir, en tout cas, donner la position du SINAFEB sur la vie de la nation, interpeller le peuple burkinabé effectivement à s'unir. Cette union, ce n'est pas une union politique où il faut aller chercher des postes ministériels ou autres, parce que notre vision n'est pas ça. Et l'activité principale que nous voulons faire, c'est interpeller les notabilités coutumières. Aujourd'hui, le problème se trouve où? À part le chef de Zumrantenga, Sa Majesté, les autres chefs qu'on appelle Rima sont des descendants d'Oubli, de l'empereur Oubli. Et nous demandons au Moro, s'il vous plaît, au Dima de Wayuguya, de Bousma, eh bien, de tout faire pour que le lien sacré d'Oubli ne s'effrite pas. Quand on rentre dans des divisions, je suis de tel clan, ça pose un problème. Et dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, ils doivent accompagner les autorités. Mais en accompagnant les autorités, notre ancêtre a posé des actes avant d'implanter son royaume. Alors, au temps du ministre Bougma, ils ont déterré l'arbre sous lequel l'empereur, avec les Tansoba, ont fait des sacrifices pour pouvoir vaincre leurs ennemis. Et c'est ce qui devrait être fait aujourd'hui au niveau du 15 mai. Et sa maman, il y avait une fête dédiée à sa maman. Et nous rappelons aux Moro, s'ils ont oublié de réveiller ça, et quand on faisait la fête, la saison était bonne. Quand on faisait la fête avec les sacrifices, personne ne peut pénétrer le pays Mouara. Mais aujourd'hui, on a tout abandonné. On a laissé la ville de Ouagadougou avec des gens qui portent des bonnets. Or, en réalité, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent. C'est pas comme ça. Nous demandons et nous supplions une fois le Moro, le Dima de Wayuguya, de Bousma. Ils n'ont qu'à se lever, se mettre ensemble, qu'ils sont le sang d'oubli. Ils ne doivent pas oublier là où leur ancêtre a posé la première pierre d'implantation de son royaume. Et la mairie de Ouagadougou que j'interpelle, il faut replacer l'arbre. Il faut replacer l'arbre. Et je le dis parce que l'arbre se trouve sur le territoire coutumier du chef de Souroubila, qui est prêt à venir avec ses chefs de terre pour qu'on puisse repositionner l'arbre et demander aux mânes et aux ancêtres de protéger le pays. Demander à Nabo Oubli et à tous ses fils de se mettre ensemble pour que nous puissions vaincre. S'ils ne le font pas comme ça, l'union tant réclamée ne va pas arriver. Et aussi qu'on abandonne les querelles intestines dans la chefferie du Moro. On va résoudre le problème du pays et après on verra ce qui pourra être fait. Et c'est dans ce sens-là qu'ils auront fait œuvre utile pour le Burkina Faso, qu'ils auront fait œuvre utile pour accompagner la transition pour que nous puissions en sortir. Et nous demandons à tous ceux qui pensent
qu'ils ont une maîtrise de la ville de Ouagadougou, où chacun peut raconter ce qu'il veut, eh bien, le jour où le Moro et l'ensemble des Dima vont décider, eh bien, Sa Majesté de Surgoubila, avec les autres, ils pourront se déplacer pour pouvoir repositionner l'arbre et faire le sacrifice qu'il sied. Je ne vais pas tout dire, mais si on est contacté, ce que nous savons ici, nous allons dire qu'est-ce qu'il faut pour faire là-bas. Voilà un peu ce que j'avais comme interpellation, parce qu'une fois qu'au niveau du Moro, cette union n'est pas faite, c'est peine perdue. À Ouagadougou, les gens font de la politique, ils ne connaissent même pas la réalité qui se trouve sur le territoire de Ouagadougou. Chacun se réclame, je suis chef coutumier, je suis ça, mais attendez, quand on va se rencontrer, chacun viendra dire sur le sol de Nabou-Oubli de quoi il peut, et on va se voir. Et ça, c'est dans le sens de l'union, pas autre chose. Mais celui qui vient aussi avec autres intentions, nous sommes prêts à l'accueillir et il va répondre devant les ancêtres. Merci bien, Monsieur Kabouré, donc qui termine par une interpellation. Nous avons parlé d'éducation en début tout au long notamment de l'interview, parce que il faut le rappeler, l'ASELC a sorti une note pour interpeller encore les anciens et le personnel éducatif sur ce qu'on appelle aujourd'hui la vente des places. Il faut arrêter tout simplement, selon l'ASELC qui invite également les parents d'élèves qui sont victimes à dénoncer donc ce personnel éducatif qui s'adonnerait à des ventes de places. De l'autre côté, le ministère aussi de l'éducation donc et de la promotion des langues nationales, le MENAPELEN, invite le secteur privé, donc les écoles d'enseignement privé, à ne pas augmenter les frais de scolarité pour l'année scolaire à venir. Et nous parlions de tout ça avec M. Koudrou Robert Kabouré, qui est le secrétaire général du SINAFEB, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina Faso. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Tour sur ce plateau et nous revenons sur la rubrique à la découverte 2. Alors je rappelle que cette semaine nous rendons hommage à Feu Salifou Diallo, qui était président de l'Assemblée nationale de Burkina après avoir occupé aussi d'autres fonctions bien sûr. Nous partons en fait à la découverte d'un bosquet qui porte son nom aujourd'hui. Il s'agit du bosquet Salifou Diallo qui est situé à Lao. Nous sommes allés à la découverte de ce bosquet, mais il faut rappeler qu'il y a un autre bosquet aussi qui rend hommage à l'homme et qui porte son nom au niveau donc de Waïguia. Mais aujourd'hui, on découvre le bosquet Salifou Diallo de Lao. Alors, il faut rappeler que l'homme nous a quittés le 19 août 2017. Et ce bosquet est situé à Lao, à Komki-Ipala, dans la province donc du Kadiogo, dans la région du centre. Le bosquet est l'initiative de l'Union nationale des femmes du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. Cette union a demandé aux sages du village de Lao et à la mairie de Komki-Ipala l'autorisation de créer un bosquet pour perpétuer l'image et la mémoire de Feu Salifou Diallo, ancien ministre de l'Environnement et ancien ministre de l'Agriculture. Après l'accord de ces autorités coutumières et politiques, le bosquet Salifou Diallo a été érigé. Ce bosquet à Lao a une superficie de 1 hectare et a vu le jour le 17 août 2018 à l'occasion du premier triste anniversaire du décès de l'homme. Ce bosquet contient plusieurs variétés de plantes telles que les caritiers, les nérés, les eucalyptus, les goyaviers et bien d'autres. Au milieu de cet écosystème, il y a un forage pour faciliter l'arrosage des plantes. La mairie de Komki-Ipala a un regard sur l'entretien du bosquet Salifou Diallo à travers la supervision d'un conseiller municipal de Lao. Construire un bosquet au nom de Feu Salifou Diallo, c'est rappeler l'attachement de l'homme à la nature, à la plante également et à l'arbre. L'homme a de son vivant marqué le monde agricole burkinabé. Rappelons que Feu Salifou Diallo est né le 9 mai 1957 à Waïguia et au Burkina Faso bien sûr, et nous a malheureusement quitté le 19 août 2017 en France, c'est à Paris précisément. On retient du parcours de Feu
Dr Salifou Diallo, qu'il a été militant syndicaliste à Ouagadougou et à Dakar, directeur de cabinet du président Blaise Compaoré, ministre de l'Emploi et du Travail et de la Sécurité, chargé de mission du président Blaise Compaoré, ministre de l'Environnement et de l'Eau, ministre de l'Agriculture, de l'Eau et des Ressources halieutiques, premier vice-président du CDP, ambassadeur en Autriche, président également du MPP, président de l'Assemblée nationale burkinabé. De nombreuses personnes retiennent de l'homme son franc-parler et son courage politique. On vous invite cette semaine à Lao pour visiter le bosquet Salifou Diallo à travers donc la rubrique à la découverte 2. Nous sommes donc dans la période aussi où il faut planter les arbres. Donc n'hésitez pas à faire un tour au niveau donc de ce bosquet Dr Salifou Diallo à Lao pour encore ajouter un plan. Pourquoi pas. Merci de votre attention. Et pour poursuivre, nous allons écouter donc le premier témoignage concernant ce bosquet Salifou Diallo qui est situé à Lao. Je suis Ismaël Pasek-Zabré Il-Boudo, le conseiller du village de Lao. Je me rappelle que c'est l'Union nationale des femmes du MPP qui est rentré en contact avec M. le maire, qu'elle souhaiterait avoir un espace d'au moins 1 hectare pour faire un bosquet au nom du président Salifou Diallo. Donc le maire a informé le conseil et c'est en cela que je suis venu contacter notre grand frère qui est l'aîné de la famille, pour l'exposer la situation. Donc il dit qui est Salifou Diallo. Donc j'essaie de l'expliquer qui était Salifou Diallo. Bon, donc il dit si c'est une éminente personne de telle envergure, bon, en tout cas il va contacter aussi ses frères et la famille, mais il pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc après maintenant concertation, bon, il m'a dit de donner l'accord au monsieur le maire. Donc c'est ainsi que monsieur le maire, monsieur Cabré Adama Victor est rentré en contact avec l'Union nationale des femmes du MPP et c'est ainsi que le site a été offert à l'Union nationale des femmes. Dans ce bosquet-là, il y a plusieurs variétés d'arbres, mais je ne connais pas tous les en français. Oui, il y a des eucalyptus, des carités, des nérés, plein d'autres arbres. Donc il y a une diversité d'arbres dans le bosquet. Nous avons fait le bornage, on a juste pris les limites là, de l'hectare et nous avons planté tout autour là, par des épineux pour délimiter l'espace. À l'intérieur aussi, on vient d'avoir un forage très récemment. En tout cas, nous remercions ceux-là qui ont été à la base de cela. Ça va permettre énormément la survie des plantes. Il n'est pas intéressant de venir planter cette année. Et l'année prochaine encore creuser dans les mêmes trous que nous avons creusé l'année passée, remettre encore de nouvelles plantes, ce n'est pas intéressant. Mais grâce au forage en tout cas, une fois que j'achève les travaux, parce que je pense qu'ils vont mettre jusqu'à aller au château, pour permettre à ce qu'on arrose, on entretienne les plantes pour qu'elles survivent. Oui, donc il y a un fourrage à l'intérieur du bosquet qu'on vient de forer très récemment. Ce que nous voulons d'abord, c'est qu'on mette un comité de gestion du bosquet pour que, à tout moment, on puisse suivre, on puisse entretenir les plantes, on puisse savoir qui fait quoi dans le bosquet. Et là maintenant, à tout moment, on saura comment entretenir les plantes pour que toute personne qui va venir voir le bosquet là soit contente du travail qui est fait. Ça c'est un premier. Aussi que régulièrement, si le comité est mis en place, qu'on puisse accompagner le comité pour que on puisse faire des travaux à l'intérieur pour que les plantes en tout cas survivent énormément. Et aussi, vous avez vu en venant que l'accès est très difficile. Donc si déjà on peut déjà prévoir, voir comment est-ce qu'on va faciliter l'accès.
en faisant une voie pour revenir jusqu'au bosquet. Parce que dès que vous descendez le goudron, pour venir ici, c'est très pénible. Le bosquet est situé à peu près à 8 km. Les 8 km, c'est jusqu'au goudron. Bon, mais de la voie rouge ici, ça fait 2 km. Aujourd'hui, nous avons marché pour venir, parce que nous sommes venus en véhicule, mais on a déployé le véhicule à peu près à 2 km d'ici, puis marcher pour venir. Parce que si on s'agit à venir à véhicule, on risque de s'embourber en cours de route. Il n'y a pas une voie d'accès actuellement. Surtout en saison de pluie, c'est pas aisé de venir en véhicule. Ce que nous souhaitons, que ceux qui ont été à l'initiative de ce projet viennent nous aider pour qu'on puisse avoir une voie d'accès, une route, parce que celui qu'on veut immortaliser ici n'a pas été un petit homme. Donc pour arriver, pour venir à son bosquet ou à son nom, normalement on doit avoir aussi une voie d'accès digne de son nom aussi, quoi. Oui, donc une voie bien accessible et praticable. L'intérêt de ce bosquet, ça veut dire que l'homme politique qui était feu président Salifou Diallo, il a été un homme pour tout le Burkina. Donc c'est pour nous un honneur même d'abord d'abriter son bosquet au sein du village de Lao, dans le quartier de Boula. Donc à partir de ce bosquet, les gens vont connaître d'abord le village de Lao, le quartier de Boula et d'une manière générale la commune de Komti-Ipala. Parce qu'au de nos jours, quand on parle du bosquet du président Salifou Diallo, il n'y a que 2 bosquets, si je me trompe, 2 bosquets au Burkina. Il y a l'un ici et l'autre à Oyukia. Donc déjà, ça va faire ressortir encore la renommée de la commune, du village et du quartier de Boula. Oui, donc c'est une fierté pour nous, la famille Ilboudo, de se lister, quand on parle du bosquet de Salifou Diallo, parmi ceux-là qui ont été à l'initiative. Nous découvrons cette semaine le bosquet Feu Salifou Diallo et justement on découvre ce bosquet-là de ce monsieur qui a marqué le monde politique et ministériel également au Burkina Faso. Merci de votre attention. Je rappelle que le bosquet Salifou Diallo est situé à Lao, à Komki-Ipala. Donc voilà, vous avez la possibilité de visiter. On s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. Le temps imparti est terminé. Le rendez-vous est pris pour demain pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Prenez soin de vous et surtout excellente semaine. Allez, cuisse.